Cet épisode est sponsorisé par Simalp, fabricant et équipementier outdoor français depuis 1964. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec les équipes de Simalp, initialement comme testeur et depuis 2023 dans le cadre de partenariats entre les frappés et la marque. Alors bien entendu, si je continue de porter leurs produits depuis tout ce temps, c'est que la qualité est au rendez-vous, mais ce qui fait réellement que je suis un promoteur de la marque, eh bien ce sont les gens que j'y ai rencontrés. Toutes celles et ceux avec qui j'ai pu échanger sont d'authentiques passionnés de montagne qui dégagent une super énergie et forcément, ça se retrouve à tous les niveaux de l'expérience client. J'ai eu par exemple plusieurs témoignages d'auditeurs du podcast et de copains qui ont eu affaire à leur service client pour des réparations de produits abîmés. Et bien à chaque fois, l'expérience était irréprochable. Bref, Simalp à mes yeux, c'est ça, une marque française de passionnés de montagne à taille humaine qui prend soin de ses clients et qui conçoit ses produits en respectant autant que possible la nature. Côté produit, justement, je vous en touche deux mots, je suis super fan de leur gamme Trail, en particulier du short Aoste qui intègre une ceinture multipoche. C'est clairement le meilleur short de trail que j'ai jamais eu. Et pour l'hiver, quand il fait froid et humide, je sais désormais que je peux compter sur mon modèle de doudoune Meige que j'ai emmené partout avec moi, y compris sur mon expédition en Norvège ou lors de ma traversée hivernale du Jura en raquette. Rendez-vous sur simalp.fr, CIMALP.fr, pour découvrir leurs produits qui sont en plus proposés à des tarifs très intéressants. Et mon père, qui n'est pas un tendre, ex-mercenaire, le putsch d'Alger, etc., il est rentré dans ma piole. Sur le moment, je l'ai pris pour un enfoiré. Après, je me suis dit, ça, c'est un acte d'amour. Il m'a dit une chose incroyable. Il m'a dit, ou tu vis plus fort qu'avant, avec ta jambe en moins, ou tu te mets une balle dans la tête. Et si t'as pas les couilles, je te la mets moi. L'homme que je suis maintenant, ça a été dans la rigueur, la discipline. Et je rajouterai dans l'amour et le partage. Mais d'abord dans la rigueur et la discipline. Hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Avec plus de 200 épisodes enregistrés à ce jour des parcours de vie atypiques, j'en ai entendu sur Les Frappés. Pourtant, celui de Franck Bruno m'a littéralement laissé sans voix. Amputé d'une jambe suite à un accident sur le porte-avions Foch, celui qui a quitté l'école à 13 ans démarre alors une nouvelle vie. Son handicap, il en fait une force, une source d'énergie intarissable et contagieuse. Il atteint le pôle Nord avec l'armée russe, il a traversé l'Atlantique à la rame, il a relié le Groenland à la Corse du Sud en kayak et à vélo en 116 jours. Le Groenland, il en est d'ailleurs tombé amoureux au point d'y acheter une maison et d'y vivre une partie de l'année pendant 7 ans. Un parcours de vie hors norme. Dans cet épisode n'est finalement qu'une brève introduction qui, je l'espère, vous donnera envie de vous intéresser plus en détail au personnage. Excellente écoute à vous. Ah là là, je sens que cet épisode va être absolument fabuleux. Bah écoute, en tout cas, bienvenue Franck sur le podcast. Je suis ravi de te recevoir en direct de Corse. Je te cache pas que quand on a commencé à échanger par mail et que j'ai vu que tu m'écrivais depuis le Groenland, je me suis dit, oula, ça s'annonce intéressant comme échange. Bref, bienvenue encore Franck sur le podcast, ravi de te recevoir. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par nous expliquer dans les grandes lignes qui tu es. Alors, Franck Bruno, 59 ans, encore, plus pour longtemps. Je suis né donc 31 décembre 1964 et j'ai eu la chance d'avoir des parents aventuriers. Donc moi, l'école, je connaissais pas trop, donc je les ai suivis dans des destinations incroyables pour la plongée sous-marine et faire des images sous-marines aux Galapagos, aux Philippines, en Chine, au Soudan, en Israël, à Maurice, l'arc Caraïbe, etc., etc. Et puis son chemin a fait dans ma tête. J'étais très pote avec l'équipe de la Calypso, le commandant Cousteau, et Albert Falco m'avait dit, si tu veux embarquer avec nous, il faut que tu fasses ton service militaire. Donc j'ai fait une prépa militaire dans la marine, je me suis engagé et je suis parti au Liban.
Et là, j'ai fait tilt. J'ai perdu une jambe. Il y a un avion de chasse de 16 tonnes qui m'a roulé dessus. 10 jours pour être rapatrié en France. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je suis rentrer en France en soins intensifs, les autres, et je crois que c'est Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres, m'ont déclaré inapte à l'aventure, handicapé. On voulait me mettre garde barrière à Lyon, dans un hôpital. Et je les ai crus, je sais pas, 7-8 minutes. Et je me suis dit, je ferais quelque chose de plus fort dans ma vie. Et mon père, qui n'est pas un tendre, ex-mercenaire, le putsch d'Alger, etc., il est rentré dans ma piole. Sur le moment, je l'ai pris pour un enfoiré. Après, je me suis dit, ça, c'est un acte d'amour. Il m'a dit une chose incroyable. Il m'a dit, ou tu vis plus fort qu'avant, avec ta jambe en moins, ou tu te mets une balle dans la tête. Et si t'as pas les couilles, je te la mets moi. Donc il m'a bousculé et qui fait que à 59 ans, je suis l'homme que je suis maintenant, aventurier. Et donc j'ai repris à bosser avec lui, avec mon père qui avait une école de plongée, une entreprise maçonnerie et des travaux sous-marins. C'était pas évident. De caractère fort, j'ai résisté 11 ans. Et au bout d'11 ans, l'armée française finalement m'a rétribué, m'a donné une pension de guerre, décoration et tout et tout. Et comme la Calypso ne voulait pas parce que j'étais handicapé, j'ai pris mon cabochard, un bateau en bois, et je suis parti faire un très 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 long voyage de plusieurs années à la découverte d'épaves, à la découverte de trésors, à la découverte de cultures, de religions différentes. J'ai appris le turc, j'ai appris le grec, j'ai appris l'espagnol, j'ai découvert l'Afrique du Nord dans des endroits incroyables. Enfin voilà, donc un début de vie riche. Et puis moi, je dis toujours que les malheurs qui nous arrivent, c'est pas des punitions, c'est des défis à relever. Sur ce voyage, j'ai épousé une très 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 jolie jeune femme qui était danseuse, blonde, grande, aux yeux bleus, et on s'est mariés et on s'est séparés parce que vivre sur un petit bateau de 6 mètres carrés habitable, sans douche, etc., etc. Je peux comprendre que ça a été compliqué pour elle. Donc, quand les feux de l'amour se sont envolés, elle est partie. Et ça a donné un divorce violent, ça a donné à la naissance d'une petite fille qui a maintenant 25 ans. Et grâce à ce divorce, j'ai rencontré un avocat fabuleux, Pierre Chamy, à Nice, qui m'a dit « Ta vie est extraordinaire », encore un qui le dit, mais tu fais rien pour les autres parce que tu es un égoïste. Crée une association. Je lui ai rigolé au nez, je lui ai dit « Moi, une association, jamais ». Et un jour, en signant mes papiers de divorce où je devais tout vendre, j'avais pas grand-chose, mais bref, il me dit « Tu es le président de Bout de Vie ». Et Bout de Vie, c'est quoi ça? C'est une association pour aider les personnes amputées. J'ai mordu à l'hameçon et je me suis lancé après dans le milieu associatif et pour médiatiser mon association dans l'aventure extrême. Voilà en quelques secondes un parcours de vie atypique. Oh punaise, ok. Ok. Donc tu le disais, tu as grandi avec des parents aventuriers. Au-delà des voyages, toi, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette enfance et comment est-ce que ça... qu'est-ce qui fait que tu as décidé de t'engager sur un chemin de vie finalement assez similaire à celui de tes parents? Parce que tu vois, parfois on peut grandir dans un environnement et au contraire le rejeter complètement, se dire non, ça plus jamais, ça m'allait pas. Je veux surtout pas reproduire ce schéma. Alors, je ne veux plus, ça fait presque 20 ans que je n'ai plus vu mes parents, parce qu'on a eu des gros clashs. Quand je dis des gros clashs, c'est pas une dispute pour un divorce, non, c'est vraiment des choses terribles que je souhaite à personne. Je leur en veux pas, c'est comme ça, c'est ainsi. Ça aussi, c'est formateur. Mais ce que j'ai gardé de leur éducation, une éducation très stricte, mais une éducation en même temps, le mot est peut-être pas le bon, libertine, dans le sens que l'école, on s'en fout, tu vas pas à l'école. Parce que mon père, à l'époque, il savait pas lire, il savait pas écrire, mais putain, mais il savait gagner des sous, le mec, hein. Très très fort. Et bon, mais j'ai gardé ça, que la meilleure école, c'est l'école de la vie. Et surtout, j'ai appris depuis que je suis petit, mon premier grand voyage, je sais pas, je dois avoir 9 ans, c'était aux îles Saintes, au large de la Guadeloupe. Et c'était la première fois que je voyais des blacks. Et là, ça a été pour moi un truc incroyable, un petit Méditerranéen. J'avais jamais vu de personne à la peau noire. Et je suis tombé sur un mec génial qui est venu m'expliquer, qui m'a dit, ben ouais, moi je suis noir parce que je suis d'origine africaine, on était des esclaves, on est arrivé là avec les colonisateurs, etc. Et je pense que, je sais même pas qui il s'appelle, d'où il était, enfin, etc. Mais il m'a mis une claque dans la gueule, dans le sens, waouh, la différence, on peut en faire une force.
Ça, c'est extraordinaire. Donc, de mon enfance, si on garde ça, de ces rencontres incroyables. On a été en Chine, j'ai rencontré des jeunes qui étaient dans un monastère Shaolin. J'étais avec eux, je parlais pas anglais, ils parlaient pas anglais, je parlais encore moins mandarin. Et on a échangé avec des regards, avec des signes. J'ai été opéré, d'ailleurs j'ai écrit un bouquin aux éditions Artaud où je raconte tout ça. J'ai été opéré par une guérisseuse aux Philippines parce que je m'étais pété la gueule sur le bateau et je m'étais empalé la jambe dans un clou. Et tout ça, ça fait que ça a mis ça a mis des petites graines qui ont germé. Et j'aime bien ce proverbe mexicain. Ils ne savaient pas qu'en me jetant à terre, ils avaient semé des graines. Donc voilà, une enfance incroyable, avec des parents incroyables. Je leur en veux pas. Tous les matins, quand je me lève, je leur envoie de l'amour. Mais c'est fini. Un champignon, quand il est toxique, il est toxique. Et quoi que tu fasses, il sera toujours toxique. Donc je les mets de côté et je vis ma vie. Et ma vie est magnifique. Donc, quand on a commencé à échanger par mail, t'étais au Groenland. Non, j'étais plus au Groenland. J'ai vendu ma maison au Groenland. J'étais au Finnmark, à la frontière russe, à 700 km au nord du cercle polaire. Ok, bon. Dans le Grand Nord, on va dire. Allez. Ouais, dans le Grand Nord. Mais c'est quoi justement ton histoire avec le Grand Nord? Parce que là, tu nous as parlé de destination, tu vois, plutôt chaude. Ouais, chaude, plongée, etc. Comment t'en es arrivé déjà? Comment t'en es arrivé à posséder une maison au Groenland et ensuite à te retrouver au Finnmark? Alors, elle est très simple. En 2005-2006, avec un autre taré qui s'appelle Dominique Benassi, qui est amputé fémoral, amputé à la cuisse, et qui a 15 titres de Ironman et de Deca Ironman avec des valides. On parle pas avec moi, on parle pas d'handisport. Hein. Donc, on a décidé de traverser l'Atlantique à la rame en course. Donc, on a fait cette bricole, 54 jours, on a fini 3e, le 26e, le dernier, il est arrivé 30 jours après nous, et on avait embarqué un seul livre, d'un fou, un autre fou furieux qui s'appelle Gilles Elkaïm, qui était ingénieur en fusion nucléaire à Moscou, français, mais qui avait épousé une moscovite, et qui a tout largué pour faire le tour du cercle polaire en 4 ans, sans assistance, sans spectaculaire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Bref. Et ce bouquin m'a happé. Et j'avais un sponsor à l'époque extraordinaire, Band for Sport, Jean-Christophe Chopin, qui m'a dit, arrivé cette traversée, tu peux imaginer, on était les premiers amputés sur une course valide à faire ça, on a été méga médiatisés, on s'est retrouvés chez les Drucker, Dumas, Fogiel, enfin bon bref, de partout. Il me dit, il y a une opération, il y a l'armée russe qui monte à pied au pôle Nord, c'est que des blessés de guerre, moi j'ai un contact, il aimerait bien t'embarquer. Ouais, j'ai dit, mais attends, t'es malade ou quoi? J'ai aucune connaissance de la glace, quoi. Enfin, moi, la glace, c'est les Alpes l'hiver ou la Corse l'hiver, en ski, en pot de phoque, mais ça s'arrête là, quoi. J'ai déjà dormi dans des trous dans la neige parce que j'ai toujours été comme ça, mais, enfin, bref. Et je suis arrivé au pôle Nord à pied avec l'armée russe. Et entre-temps, ouais. Bah, ça a été dur aussi. Et entre-temps, il y a un guide polaire, Nicolas Dubreuil, pour pas le nommer, qui se pète la gueule au Groenland. Et c'est au printemps, donc mars-avril, donc il fait encore froid. Et il est à 1h15 d'un village. Donc quand il tombe à l'eau, il sait que la seule solution pour lui, c'est de courir le plus rapidement jusqu'au village, parce qu'il va geler, quoi. Et quand il est arrivé au village, il s'est sauvé la peau, mais il était vraiment gelé, donc il a dû être rapatrié en France. Et on parlait d'amputation des doigts et des orteils. Et l'infirmière lui met la télé. Lui, il est comme moi, on n'a pas de télé, les écrans, ça nous gonfle. Et il voit un fou furieux qui traverse l'Atlantique à la rame, qui monte à pied au pôle Nord. À l'époque, j'étais le gardien de but de l'équipe de la Star Team avec le Prince Albert, avec Schumacher, avec Zidane, avec Deschamps. Enfin, j'ai fait des trucs énormes. Quand j'y pense, des fois, je me dis, mais c'est une vie de mytho. Mais non, mais c'est comme ça. Bref. Et Nico m'appelle, il me dit, voilà, il se passe ça et ça. La première chose, je lui dis, est-ce que tu fumes, est-ce que tu bois? Il me dit non. Je dis, bon, ça, c'est déjà pas mal. Je peux te le dire, moi, ça m'a sauvé la vie d'avoir une vie stricte, sans cigarette et sans la moindre goutte d'alcool. Rien que de boire une bouteille de bière, je suis déjà bourré. Donc, bref, j'ai dit, ça peut te sauver. Et il s'est sauvé. Et quand il est sorti de l'hosto, il m'a dit, avec des séquelles, plus de sensibilité au bout des doigts, etc., mais avec ses doigts et ses orteils, il me dit, je te propose à traverser du Groenland d'ouest en est. 500 et quelques kilomètres, à tirer un traîneau de 120 kilos, et au milieu, il y a 3000 mètres d'altitude. Et comme je suis taré, j'ai dit, OK, on le fait.
Et donc, sponsor, machin, ci et là. On arrive au Groenland, dans un endroit immonde qui s'appelle Kangerlussuaq. En traduit en français, ça veut dire le long fjord. Il y a que des algécos, enfin, c'est un aéroport, point barre, quoi. Il y a que dalle, quoi. Et là, Nico me regarde, me fait, ça va? J'ai dit, putain, j'ai l'impression d'être chez moi. Il me dit, pardon, j'ai pas bien compris, là. J'ai dit, c'est une sensation très bizarre. J'ai l'impression d'être arrivé à la maison. Bref, on fait cette traversée en 34 jours, j'en chie. Là aussi, première mondiale, j'ai encore un bouquin, les médias, machin, ci et là. Et depuis cette date, régulièrement, je partais au Groenland amener des médias, donc des télés, des magazines, des journalistes, et aussi des gamins cancéreux, amputés. Et un jour, en expédition, je suis arrivé en kayak à Oratsout, qui veut dire le cormoran. Et j'ai rencontré Steen et sa famille, ils m'ont adopté, je te la fais brève, et j'ai acheté une maison au village de Oratsout de 18 habitants, et j'y ai vécu pendant 7 ans. Incroyable. Alors attends, parce que tu nous as parlé très rapidement de l'accident, de l'avion avec l'avion. Du coup, ton amputation, elle est à quel niveau? Et tibial, c'est-à-dire que je suis amputé en dessous du genou. J'ai un moignon long, ce qui me permet, ce qu'on appelle d'avoir un bras, un moignon avec un long moignon, bon, qui est greffé, qui est plein de cicatrices, mais qui me va bien. Moi, ce que je me suis mis en tête, c'est que j'ai pas une prothèse, j'ai une jambe artificielle. Cette jambe, elle a un nom d'ailleurs, je l'appelle Maggie Ball, et je la connais par cœur. Je sais où je peux aller. Je coach beaucoup de gars, de sportifs de haut niveau, de tous bords. Et là, en ce moment, je m'occupe d'un jeune qui veut faire les 14-8000. Bon, ok, j'ai dit on va attaquer par déjà faire un truc bidon, le Kilimandjaro. Et puis, et là, il me propose, il me dit tiens, avec toi, je voudrais faire la traversée du GR20 en courant. On va mettre, je sais pas, 4 jours, 5 jours. J'ai dit non. Mon moignon, lui, il me dit non. J'ai dit par contre, si tu veux, on prend un vélo, on fait une sortie de 500 bornes, non-stop. Ça, oui. Mais ça, donc je me connais par cœur. Moi, je suis très endurant. L'endurance, j'adore. Mon moignon, lui, c'est un témoin. Il me dit là, tu peux y aller, là, tu peux pas y aller. Et c'est génial. Dans des environnements de grand froid, du coup, comment tu le... Ben, c'est un bordel, ça. Ça crée des complications ou pas? Ouais. Ouais. À traverser du Groenland, à un moment, j'ai dû carrément me faire des injections de morphine dans le genou parce que ça voulait plus. Ben, le froid, c'est très simple à comprendre. Moi, j'organise des stages de survie, donc j'explique ça à tout le monde. Quand à un moment, il commence à faire froid, le corps, il dit, hop là, danger. Donc là, j'alimente en sang les organes. Le cœur, le cerveau, les reins, le foie, etc., etc. Mais j'oublie les extrémités. Donc j'oublie les mains, j'oublie le nez, j'oublie les oreilles et j'oublie les pieds. Et donc, mon moignon, c'est déjà quelque chose qui est pas très bien vascularisé parce que c'est pas normal d'être amputé. Donc il rétrécit et il peut faire très très mal. Mais quand t'as mal, c'est une bonne information, ça veut dire que t'es vivant. Donc ça c'est intéressant. Tu te dis bon, je suis encore vivant, donc tu serres les dents et t'avances. C'est quoi toi le fil rouge que tu vois? Qu'est-ce qui t'amène? Tu vois comment? C'est quoi le lien entre le Groenland, la traversée de l'Atlantique à la rame, toutes tes expériences dans les pays plus chauds? C'est quoi le lien entre tout ça? Ah ben il y a un seul lien, la curiosité et l'amour de la vie. Être curieux. C'est Jo Le Guen, un navigateur français que j'ai fait venir au premier stage de bout de vie. Donc c'était que des jeunes amputés. Il a 6 à 7 semaines où je les bouscule et tout. À la fin, lui, il avait traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, ensuite avec un détenu sur cette fameuse course, 10 ans auparavant. Et il avait tenté la traversée entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn à la rame, et le bateau a été stocké à côté de bois exotiques. Et avant de partir, il y a une mère d'un insecte qui était dans les bois exotiques qui est rentré dans son bateau et ça l'a piqué sur les pieds. Et ça s'est infecté au fil de cette traversée avec un opinel, il s'est amputé les orteils. Bref, donc il s'en est sorti vivant, mais il n'est pas arrivé au Cap Horn parce que c'est un breton, c'est une tafiole. Donc voilà, il n'est pas arrivé au bout. J'ai dit quand même, tu t'amputais puis tu continuais. Qu'est-ce que tu nous fais chier là? Et à la fin du stage, il se lève. Il dit, voyez là, les deux tarés là, les deux Corses, Doum et Franck, ben dans 4 ans, ils vont traverser l'Atlantique à la rame. Ben ça aussi, c'est des rencontres qui font que ça change ta vie.
Parce que moi, j'avais jamais pensé une seule fois traverser un océan à la rame. Donc, les rencontres, il y a pas de hasard. Le hasard, c'est le nom que prend Dieu pour rester anonyme. Et donc, la vie, c'est un puzzle. Tu jettes toutes ces pièces sur la table et tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Mais jamais je vais arriver à faire quelque chose avec ça. Et puis, tu rencontres Pierre qui te fait mettre une pièce du puzzle, et puis tu rencontres Paul, et puis tu rencontres Jacqueline, et puis tu rencontres Pierrette, et puis à la fin, quand le puzzle il est sur la table, qu'il est monté, ben oui, c'était assez simple. Mais c'est ça aussi la beauté de la vie. Donc, ma vie d'aventure, elle a été de rencontres aussi, de rencontres extraordinaires. Donc voilà. Donc pour moi, grâce à Bout de Vie, j'ai découvert qu'aussi dans le milieu du handicap, en vérité, c'est une micro-société qui regroupe les mêmes personnes. Et on s'en branle si le type, il est tétraplégique ou s'il lui manque juste un orteil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est hyper important. Et je comprends que dans le milieu valide, quand on voit un gars comme Jérôme, comme Philippe, on se dit, waouh. Non, creuse. Va voir ce qu'il y a derrière et tu vas voir que le mec, il a un putain d'ego surdimensionné et qui s'en branle des autres. Alors, l'ego, pour faire des trucs extrêmes, il le faut. Mais si à un moment tu partages pas, ça sert à rien. Et c'est Doumé qui dit dans le film L'Iceberg. Est-ce que tu as vu le film L'Iceberg? Non. Ah, il faut que je te l'envoie. C'est un film qui a été diffusé par TF1 et qui est incroyable. Et Doumé, dans ce film, il dit « Rien ne sert de briller si tu n'éclaires personne ». Tu vois, quand C'est j'étais beau, à la ça. Star Team avec le Prince Albert de Monaco, t'imagines, je joue avec des gars comme Schumacher, Deschamps, Zidane, tous les pilotes de Formule 1. Ça me gave à un moment. Je me dis, mais ça sert à rien, ça. Ouais, pour ton ego. Je vais voir le Prince, je lui dis, écoute, moi, les prochains matchs, je vais faire venir des gamins amputés de mon association dans les vestiaires. Je veux qu'ils discutent avec Choumi, je veux qu'ils discutent avec Didier, je veux qu'ils discutent. Et le Prince, il me regarde, il me fait, putain, ça, c'est une super idée. Ben voilà. Donc, il y avait mon ego, t'es gardien de but, tu rentres dans un stade, il y a 20 000 bonhommes qui t'applaudissent, tu t'arrêtes, tu te prends la tête avec Schumacher, etc. Les gens sont là, et puis tu partages. Et cela fait bref, il s'appelait, je sais plus, Benjamin. Oui, Benjamin, qui, j'ai dit, mais Benjamin, toi, tu veux double amputé tibial. Hein, il avait voulu faire comme dans les films, il avait sauté d'un train. Et en sautant du train, bah, il a loupé, donc il a perdu les deux jambes. La mère, elle tapinait, le père était en tôle. Et donc, j'ai dit, tu veux faire quoi dans la vie? Ah, mais moi, la mécanique, je veux faire mécanicien. Et il n'y a pas de hasard. Hein. Et il y a Schumacher qui était à côté de moi et il parle pas français. Donc, entre nous, on parlait italien, mais il dit, qu'est-ce qu'il a eu, le gamin? Je lui explique. Et j'ai dit, son rêve, c'est de faire la mécanique. Et il me regarde, il me dit, mais est-ce qu'il peut avoir un week-end pour lui, là, samedi, dimanche? Je sais pas. J'ai dit, c'est qui gère? Il me dit, bah, j'ai une tutrice. Appelle-la. Je l'appelle, je dis, bonjour madame, voilà, président Boudu, ah, merci ce que vous faites pour Benjamin. Bah, ouais. Je dis, ce week-end, est-ce que vous l'autorisez à partir? Où? À partir, j'ai un copain qui voudrait l'inviter à la maison. Ah, mais volontiers et tout. Je vous donnerai les coordonnées de son majordome, pas les siennes. Ah bon? Pourquoi le majordome? Ah, bon. Voilà. J'y vais partir un week-end chez Michael Schumacher. La femme, elle m'a pris pour un mytho, quoi. Et le gamin est parti et il a conduit des bagnoles de sport. Enfin, donc, rien ne sert de briller si tu n'éclaires personne. Voilà. Ça, c'est vraiment ma devise. Donc, il y a plein de mecs que je mets de côté parce qu'ils me gonflent. Et d'autres, extraordinaires. Si un jour tu veux faire l'interview d'un mec hors norme, il s'appelle Thierry Corbalan. Personne ne le connaît. Il est amputé des deux bras et il nage. Et il nage, et il nage. Je lui ai piqué le cul, je l'ai bousculé. La dernière traversée qu'il a faite, il a été électrocuté à Mandelieu-la-Napoule et il a vécu quelques années en Corse. Il est parti d'Ajaccio jusqu'à Mandelieu-la-Napoule à la nage, parce qu'il avait envie. Tu vois? Et lui, on n'en parle pas. Et Thierry est dans la bienveillance. Quand il y a un gamin amputé, il va le voir, il discute, il échange. Ça, j'adore. Et après, il y a son ego qui fait des choses extraordinaires. Ça, oui. Ça doit être absolument incroyable pour les nouveaux amputés d'avoir des gens comme toi, des associations comme la tienne. Un, pour montrer l'exemple, et puis surtout deux, pour éviter de tout de suite se mettre dans une situation d'isolement. Parce que je suis pas amputé, mais pour avoir discuté avec pas mal de gens qui sont dans cette situation, apparemment, ce qui est très difficile, c'est surtout quand ça t'arrive pas très jeune, c'est que socialement, tout de suite, tu as une distance, des complications qui s'installent. Mais parce que c'est toi qui l'as créé. Ouais. Les personnes qui disent ça, c'est elles qui créent leur différence. Moi, elle est très simple. Mon père avait une école de plongée. L'école de plongée, t'es en maillot, quoi. Enfin, t'arrives pas avec la doudoune, les baskets
Et moi, je sors de mon accident, j'arrive à bord, j'étais en survette, chaussettes, basket, quoi. Et l'associé de mon père, un pied noir et une grande gueule, il me regarde, il faisait 40 degrés, l'eau de mer à 30 degrés, il me fait, ça va là, habillé comme ça, t'as pas chaud là? J'ai dit, ta gueule, laisse-moi tranquille. Et il me rentre dedans. Il me dit, mais tu vois pas que tout le monde te regarde parce que t'es le seul en survette avec des baskets, etc., etc. Et il me bouscule tellement que le lendemain, je me mets en short, pieds nus. Et j'arrive sur le bateau. Et là, il y a personne qui me regarde. Et là, j'ai pris une claque. J'ai compris que c'était moi qui émettais le recul, qui émettait la crainte. Moi, quand je vais dans les écoles, les gamins, Maggie, je la prends, je l'enlève, je la pose sur la table. Je dis, bon, s'il y en a qui veut jouer avec, ouais, mais il me la rend. Alors, t'as ceux qui, waouh, parce qu'ils ont une éducation où ils sont fermés, nationalistes, religieux, enfin, bref. Et puis, t'as ceux qui sont ouverts, qui vont l'apprendre, qui vont rigoler. Et puis, au bout d'un quart d'heure, ça y est. Et on voit plus la différence. Tu vois un mec en fauteuil ou une nana en fauteuil roulant tu as un mec qui s'est garé sur sa place handicap. Il sort, il hurle. Mais la seule chose que tu as envie de faire, c'est fuir. T'as pas envie d'aller. Tu sors et tu vois le mec, il est mort de rire. Il se gare devant. Il se dit bon on va attendre qu'il arrive. Puis il arrive en fauteuil, il dit excusez-moi, je vous ai bloqué parce que c'était ma place. Voilà. Est-ce que c'est grave? Et le mec, ouais, ça fait un quart d'heure que j'attends et tout. Et oui, mais moi ça fait 20 ans que je suis dans le fauteuil, donc. Mais quand tu lui sors ça, tu lui sors avec de l'humour, de l'amour, de la bienveillance. Il va être différent. Enfin, c'est ma manière de voir. Hein, attention, ça engage que moi. Hein. Donc ceux qui te disent j'ai du mal, le regard des autres et tout. Attention à ta vibration. On est des animaux et les animaux, ils sentent. Et donc la vibration, c'est qu'est-ce que tu fais de ta différence. Moi, ma différence, souvent, les nanas, quand me regardent un peu comme ça, je fais beau gosse. Hein. Putain, c'est plus où se mettre. Hein. C'est plus où se mettre. C'est dommage que bon, là, on a quand même 35 ans de différents âges. Je suis pas sûr que ça va le faire, quoique. Et ça les fait rire. Et voient un personnage. Souvent, c'est le loustic, le mec. Ben oui, mais oui. Donc, toi, ton approche, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport. Ça fait plusieurs fois que tu utilises le terme de bousculer. Tu penses que c'est quelque chose que tu as développé après l'accident, du fait de ton amputation, ou c'est dans tes gènes, tu étais déjà quelqu'un du fait de ton éducation, ta personnalité, qui est un fonceur, tu vois? J'ai été éduqué comme ça. Ouais. À 13 ans et demi, je mets une rouste à un gamin à l'école. Je suis convoqué, donc je suis viré de l'école. C'est la 3e école où je suis viré. Mon père vient me voir et me dit, bon, tu vas partir en passionnat chez des moines. Quoi? Ouais. Là, ils vont te mettre d'équerre, ou alors tu bosses avec moi. 13 ans et demi. Hein. Ah, je bosse avec toi. Et il me regarde, me fait, au fait, un métier, ça s'apprend pas. Un métier, ça se vole. Alors bouge-toi le cul. Oh l'enfoiré. Ça a été un été, il y avait une bergerie abandonnée qu'on devait restaurer et on devait enlever de la terre. Il n'y avait pas de moyen. Le seul truc, c'était une lessiveuse sur le dos et à monter la terre. Il y avait 54 marches. Tu vois, j'ai 13 ans et demi, j'en ai 59, donc ça fait longtemps. Hein. Il y avait 54 marches. Et j'ai porté pendant 3 mois de la terre sur une lessiveuse. J'avais une croûte sur l'épaule. Putain, ça, c'est l'école de la vie. Il m'a bousculé. Il me donnait 5 francs par jour. Et à la fin de ces 3 mois, il me dit, alors, tu veux continuer ou tu veux retourner à l'école? Je veux continuer. Et là, il m'a dit, on va acheter un lingot d'or. J'ai dit, ça y est, il a pété un câble, il est devenu fou. Il a pété un câble. Et on va chez un copain qui vendait des matériaux de maçonnerie, etc. Et il m'a acheté à niveau une truelle, une taloche, une gamate, et je sais plus quoi. Il m'a dit, voilà, là, je te donne de l'or. Putain, ça, c'est l'éducation. Donc oui, ma manière de faire avec les gens, c'est ça. Tu vois, je m'occupe de sportifs de haut niveau. Quand je rentre dans les vestiaires, je me suis occupé, entre autres, le plus médiatique, ça a été les hockeyeurs du Genève Servette pour le championnat d'Europe. Je suis rentré dans les vestiaires, mais je les bouscule, les mecs. Ils m'ont détesté pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, on commence à échanger. On finit vice-champion d'Europe. On finit. Maintenant, ça va faire un paquet d'années. Il y en a quelques-uns qui sont à la retraite. Entre autres, le Français Laurent Meunier, qui était capitaine de l'équipe de France avec le plus de sélections jamais dans l'histoire du hockey sur glace. Il m'a détesté. Si je passe en Suisse et que je vais pas le voir, il m'insulte. C'est génial. Donc oui, bousculer les gens. Je trouve que actuellement, on ne veut plus bousculer les gens. On ne veut plus.
de rigueur, on ne veut plus de discipline. On clique et on obtient. Non, moi je suis désolé. L'homme que je suis maintenant, ça a été dans la rigueur, la discipline. Et je rajouterai dans l'amour et le partage. Mais d'abord dans la rigueur et la discipline. Donc il faut bousculer les gens. Parce que la vie, elle nous bouscule. Et quand on nous bouscule de nos jours, on porte plainte, on pleure, on dénonce. Non, putain, non, non. On assume. C'est hyper intéressant. J'en parlais avec un vieux copain du judo que j'ai retrouvé la semaine dernière, malheureusement à l'occasion d'un enterrement d'un autre vieux copain du judo. Et on parlait de ça, tu vois, de l'évolution. Parce que bon, moi j'ai 34 ans, mais donc c'est pas non plus très très vieux, mais on se disait qu'on voit déjà l'évolution, tu vois, des comportements des parents, des élèves dans le sport en général et en particulier dans le judo. Et nous, on était enfin, moi, j'ai fait du judo à haut niveau, j'étais en équipe de France pendant quelques temps, et j'avais des profs durs. Durs, mais justes. Tu vois, donc c'était, t'arrivais en retard, et en gros, c'était compliqué pour toi. Mon premier stage où je suis rentré en groupe France, donc en présélection équipe de France, c'était très très difficile. Je suis revenu, j'avais tous les vaisseaux sanguins des yeux éclatés parce qu'on se faisait étrangler au sol. C'était un peu le rite de passage de bienvenue. Mais pour autant, tu vois, moi qui étais plutôt timide, introverti, c'est un truc qui m'a forgé et c'est des piliers de confiance en moi, tu vois, que j'ai bâti à travers ces épreuves un peu difficiles dans le sport. Et donc, on était plutôt en train de se dire que, finalement, c'est intéressant, c'est important d'avoir ça quand t'es jeune, de te confronter à des phases un peu difficiles pour pouvoir mieux grandir. Mais la rigueur, tu peux pas obtenir des choses sans rigueur et sans discipline. C'est pas possible. Tu peux tourner en long, en large, en travers. Ce n'est pas possible. Et si je pense que, alors il y a beaucoup de choses positives dans la jeunesse actuelle, mais il y a aussi beaucoup de choses négatives. Et dans le côté négatif, ce que je vois, c'est qu'on a enlevé la rigueur. Et tu sais, moi j'adore l'histoire, donc déjà le voyage que j'ai fait, le tour de Méditerranée, ça m'a permis d'aller sur les traces d'Ulysse, des Grecs, des Égyptiens, des Perses, etc. C'est que toutes les grandes civilisations, à un moment, elles se sont pété la gueule parce que justement le confort est arrivé. Toutes, hein, sans exception. Le plus flagrant, ça a été les Romains qui avaient une vie incroyable et ils ont eu l'eau courante à la maison avec des tuyaux en plomb, le saturnisme. Et ça a décimé l'élite romaine. Les Égyptiens, avec la dernière pharaone, Cléopâtre, parce qu'elle voulait plus, et puis ils se sont pété la gueule. Donc moi, je pense qu'actuellement, on est dans une phase stagnante. On va aller dans la descente. Parce qu'il y a plus la rigueur. Il y a plus la discipline. Moi, je peux en parler un petit peu maintenant. J'ai fait beaucoup d'opérations obscures avec l'armée française parce que il paraît que mon discours est parlant, remuant, etc., etc. Et ce que j'ai vu dans les nouveaux arrivants militaires, pour être des commandos d'élite, hein, pas pour être planton, hein, pour être nageur de combat, pour être etc., commando, etc., c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent être dans la rigueur. On veut, ah ouais, mais putain, sois un peu souple. Ouais, mais si t'es souple, mec, à quoi tu vas arriver? Moi, souvent, quand je rencontre des jeunes, ils me disent, ouais, moi, je vais faire comme toi, écrire des bouquins, faire des films, les interviews et tout. Je dis, mais ça vient à la 152e place, quoi. Si je suis arrivé à plein de choses, c'est que dans la vie, je me suis mis dans la difficulté, parce que c'est Lao Tse qui le dit, quand deux chemins se présentent à toi, prends le plus difficile, c'est celui-ci qui va te faire grandir. C'est pas le plus facile. Tu me fais penser à une interview que j'ai vue, je crois que c'était un ancien du premier PIMA, qui racontait, donc il s'est retrouvé avec son groupe dans une embuscade, je sais plus dans quel pays du Moyen-Orient, et il avait dans son groupe, je crois que c'était son chef de groupe, qui était un gars, je veux pas mettre des mots, je sais plus exactement le terme qu'il employait, mais on pourrait dire un peu old school, tu vois, le vieux gars qui a des années de contrat dans l'armée, dans les forces spéciales, et qui était le mec un peu relou qui leur faisait faire systématiquement un exercice, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros où tu portes ton collègue sur les épaules. Et il leur faisait faire constamment des parcours d'obstacles avec le gars sur les épaules. Et le jour où ils se sont fait prendre dans cette embuscade, ce gars qui témoignait là, il s'est pris une balle.
Et il était en bas dans un espèce de ravin et tout son groupe était au-dessus et impossible pour lui de remonter en fait. Et donc il entend à la radio un ordre qui est de se replier, en fait, de le laisser. Parce que c'était impossible pour eux d'aller le chercher, a priori, sous le feu des balles. Tu vois. Et là, en fait, ce fameux gars de la vieille école, instructeur, qui les saoulait avec cet exercice de porter des bonhommes sur les épaules, il descend, il le prend sur ses épaules et il remonte, le tout en se faisant tirer comme des lapins, tu vois, par les insurgés qui étaient en face. Et il lui sauve la vie, en fait. Et en fait, le gars expliquait, mais jusqu'à ce jour-là, je comprenais pas l'intérêt, tu vois, de ces exercices, de cette rigueur. Finalement, je te parle de ça parce que voilà, on parle de rigueur. Et là, j'ai compris. En fait, le gars m'a sauvé la vie parce que cet exercice, par sa rigueur, parce que cet exercice, ça faisait peut-être 15 ans qu'il le faisait non-stop, 20 fois par semaine. Et là, bah voilà, c'était la fois où il a pu le mettre en pratique et où ça a sauvé une vie. Moi, je dis toujours, ne donne pas l'exemple, sois l'exemple. Tu peux pas dire à quelqu'un, fais ça. Non, toi, tu le fais. Ouais. Et tu te retournes et tu le regardes dans les yeux. Ah, le mec, il va le faire, quoi. Ouais. Non, mais, tu vois, j'organise des stages de survie pour gagner des ronds pour mon assos. Il y a toujours un module, c'est traverser un torrent un peu costaud. Moi, j'arrive, je dis, voilà, il y a le torrent, donc j'explique tout le protocole, ça dure 10 minutes. Je dis, maintenant, vous vous organisez, c'est votre histoire, c'est plus la mienne. Vous organisez, moi, je la traverse à ma manière. J'enlève le pantalon, la chaussette, etc. Je mets la prothèse sur le sac à dos et avec mes béquilles, sur une jambe, je traverse le torrent. Et j'arrive de l'autre côté, je le regarde, j'y fais « Ah, sympa, sympa comme exercice ». Puis je remets ma prothèse et je ferme ma gueule. Je peux te dire, en 15 ans que je fais ces stages de survie, il n'y en a pas un qui n'a pas osé ne traverser. Tous ils disent « Ouais, c'est bon, lui, il traverse sur une patte, quoi ». Donc, ne donne pas l'exemple, sois l'exemple, tu es l'exemple. Tu fais quelque chose, mais le mec, il peut que suivre, quoi. Tu vois par rapport à tout ce qu'on évoque, tu vois, sur peut-être cette rigueur qui disparaît un peu dans nos sociétés. Tu vois une différence, comme tu disais que tu as vécu 7 ans en Groenland, entre des gens qui vivent dans un environnement quand même très rigoureux et nous dans le confort de notre climat un peu plus tempéré, tu vois, avec l'électricité, l'eau courante, etc. Ils nous prennent pour des rigolos. Ah ouais. Mais ils le disent pas, mais ils nous prennent. Déjà, eux, ils ne parlent pas. C'est fou. Tu vas à un anniversaire, il y a personne qui parle. C'est complètement dingue. Tu es d'accord avec moi? Ils sont assis, côte à côte. Par contre, les gâteaux, il y en a, du phoque, de la baleine, du narval, des oiseaux, il y en a sur la table. Et ça parle pas. Déjà, d'une. Ensuite, ces gens-là, ils vont à l'essentiel. Il y a leur priorité. Et leur priorité, c'est pas les nôtres. Leur priorité, c'est manger. Leur priorité, c'est abriter du froid. Le reste, c'est la littérature. Et donc, quand tu vis des années avec des gens comme ça, que tu reviens ici, moi, je comprends plus. Et je suis de moins en moins à ma place ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de rigueur. Et ma déduction, là, j'ai fait un truc pour RTL et j'ai dit ça au bonhomme. Tu vois, plus tu descends dans le sud, plus la vie, elle est facile. Dans le sens que quand tu es en Corse, t'as pas de bois pour l'hiver, t'as une cheminée, t'as pas de bois pour l'hiver. Tu prends la tronçonneuse, tu trouves un arbre mort en plein hiver, c'est bon. T'es pas organisé dans le Grand Nord. En été, tu fais pas tout le boulot, t'es mort. T'es dans le sud, des fruits, des légumes, ça pousse dans la forêt, dans le maquis, dans la garrigue, où tu veux. Là-haut, ça n'existe pas, ça. Donc, ça fait que plus tu vas aller dans le nord, plus tu es obligé d'être rude, plus tu es obligé d'être rustique, plus tu es obligé d'être dans la rigueur. Et plus tu vas dans le sud, plus c'est le bordel. Et pour ça que les pays du sud, moi, me gonflent. Rigueur et discipline. Et si tu l'appliques au quotidien, rigueur et discipline, mais putain que la vie, elle est facile. Enfin, c'est ma manière de voir. Hein. Je suis rustique, je suis rugueux, mais si tu vas allumer un feu, il faut frapper des pierres pour faire des étincelles. Hein. Sinon, tu le fais pas. Hein. Alors, je vais te demander 5 € de coaching, là. Hyper intéressant. Bah écoute, Franck, c'était absolument génial. Est-ce que toi, il y aurait peut-être un mot de la fin? Tu as déjà partagé énormément de choses, mais s'il y avait un message à retenir pour toutes celles et ceux qui t'ont écouté là, ce serait lequel pour toi, celui qui est à tes yeux le plus important? Je crois que dans la vie, quand on veut obtenir des choses, il faut que les rêves y soient grands.
Si les rêves sont pas assez grands et qui te font pas trembler, c'est qu'ils sont pas assez grands. Donc, avoir des rêves très très grands et s'en donner les moyens. Et la base, l'huile essentielle de tout ça, c'est pas pour le paraître, c'est pour le message qui va suivre à ce que l'on veut dans la vie. Être chef d'entreprise, changer de bord, c'est-à-dire avouer qu'on est homosexuel, changer de religion, démissionner, divorcer. Et tout ça, ça a un sens quand on va chercher au fond de soi. Donc l'huile essentielle de tout ça, c'est la rigueur, la discipline, l'amour et le partage. Et tout est possible. Tout est possible. Moi, au lendemain de mon accident, le 9 juin 83, 10 jours après, on m'a annoncé qu'on m'avait amputé la jambe droite et que la jambe gauche, elle était vraiment en morceaux aussi. J'ai cru que la vie était finie. En vérité, c'était une renaissance. Donc ça, c'est ce qu'il faut voir dans la vie. Tout est renaissance. Est-ce qu'il y a un rêve, toi, là, qui te fait trembler, que tu peux partager? Ouais, un rêve de fou. J'ai 59 ans, j'ai honte. Hein. J'ai jamais vécu avec une femme. Jamais. J'ai eu des femmes prestigieuses, connues, archi connues, aventurières, navigatrices, de tout en commun, journalistes, etc. Chaque fois, je suis parti. Chaque fois qu'elles m'ont dit, maintenant on se marie, je me suis cassé, j'ai eu peur. Fais-moi un enfant, je suis parti. Ben, mon rêve le plus fou, ce serait acheter une paire de pantoufles et avoir une femme et partager plein de beaux moments avec elle. Bon, je sais pas si ça existe. Un immense merci, Franck, pour cet échange. C'était passionnant. Et puis, bah, écoute, je vais suivre. Donc là, il y a quoi qui arrive? Il y a des livres, des documentaires. Alors, j'ai un livre, j'en sais rien parce que c'est stock et commence à et stock et plomb. Enfin, c'est pas moi qui m'en occupe, il y a une personne qui s'occupe de moi pour ça. Mais il me gonfle. Ouais, mais ça, c'est un peu dur. Et j'ai dit, ouais, on va faire la belle photo quand Mike Horn est venu me rejoindre. Et puis voilà, on fait non, ça me gonfle. Moi, ce que je veux faire voir, c'est ça. Donc, il y a ce livre-là. Il y a France Télévisions qui voudrait encore un doc sur ma vie dans le Grand Nord. Ah ouais, tiens, je vais t'envoyer l'iceberg, tu me diras ce que tu en penses. Fais gaffe, Avec grand plaisir. Assis-toi, là, tu vas prendre des claques dans la gueule. Ah ouais. Je l'ai présenté dans plein de festivals. Putain, à la fin, Besançon, presque 1000 personnes dans la salle. Je monte avec mon équipe sur scène, 6 minutes. Impossible de dire, les gens debout qui pleuraient, qui applaudissaient, ça a duré 6 minutes. Je dis, putain. Le réalisateur, c'est David Thiago Ribeiro et il a travaillé 10 ans avec Mike Horn et il a fait la série Frères de sport avec Lizarazu. C'est Bichane qui me l'a présenté parce qu'on a un frère de sport aussi avec Lizarazu sur notre fraternité et c'est Bichane qui me l'a présenté et je travaille plus qu'avec lui. Donc je vais t'envoyer tout ça. Excellent. Merci énormément, Franck. À très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet échange exceptionnel avec Franck jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à parler des frappés si vous appréciez le podcast. Parlez-en là aussi à un maximum de personnes. C'est une excellente manière de remercier toutes celles et ceux qui viennent témoigner au micro du podcast. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir financièrement cette fois-ci les frappés, c'est possible. C'est à partir de 1 € par mois. Un immense merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont déjà passés à l'acte. Si vous souhaitez les rejoindre, c'est sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. C'est à partir d'1 € par mois ou bien donation libre. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les frappés.